Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la dernière séquence de seconde, la 12e séquence au moins pour mes cours, probabilité échantillonnage. Probabilité, vous en avez déjà entendu parler les années passées au collège, l'échantillonnage, ça va être nouveau. 4 parties qui vont tenir dans une vidéo. On commence tout de suite avec la modélisation d'une expérience aléatoire. On va revoir un peu de vocabulaire des probabilités et il va également y avoir des nouveautés. Donc déjà, une expérience est aléatoire quand il est impossible de prévoir le résultat. Et l'année dernière, vous avez bien associé le mot aléatoire à la notion de hasard. Deuxième définition, les issues d'une expérience, c'est aussi donc les résultats qu'on obtient suite à une expérience aléatoire, ou pas aléatoire, et qu'on appelle parfois aussi éventualité. Enfin, l'ensemble des issues, ça c'est une nouveauté, au lycée va être appelé univers, et ça va se noter avec une lettre grecque qui se lit oméga. Donc c'est un symbole qu'on fait comme ceci. Un peu comme deux jambes et deux pieds d'un personnage. Donc, des nouveautés, enfin une nouveauté et des rappels, comme d'habitude, un trait rouge dans la marge, vous en avez l'habitude avec moi quand c'est important. Exemple. On va illustrer ça avec 3 expériences classiques, un dé, un jeu de cartes et des pièces. Donc pour le dé à 6 faces, par exemple une expérience aléatoire, lancer du dé et lecture du nombre sur sa face supérieure, ce qui est le plus classique, hein, un dé aussi classique à 6 faces. Donc. Pour un jeu de 32 cartes, que vous connaissez aussi, l'expérience aléatoire, ce serait tirer une carte et lire la figure qui est sur la carte. Et pour 2 pièces, eh ben, ici on va les lancer, et puis on va lire les faces supérieures visibles, savoir si c'est pile ou face. Donc ce n'est pas vraiment nouveau. Issues et univers. Donc les issues, c'est les possibilités. Il y en a 6, puisqu'il y a 6 faces différentes. Et donc, on va pouvoir noter oméga, c'est l'ensemble avec les issues à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le tirage d'une carte, eh bien, il y a 32 issues différentes, puisqu'il y a 32 cartes complètement différentes. Et cette fois-ci, on ne va pas noter l'ensemble oméga, ici que j'ai noté oméga 1 pour le différencier de l'autre, puisque sinon il y aurait 32 issues à noter, ce qui serait trop long. Et pour les 2 pièces, eh bien, particularité, on va avoir 2 informations. Donc il va y avoir 4 issues possibles, et l'univers va se noter avec des couples. Pile-pile, pile-face, face-pile et face-face. Attention de ne pas tomber dans le piège, là ce ne sont pas les mêmes résultats, puisque nos pièces sont différentes, on peut les discerner l'une de l'autre. Donc, si c'était 2 pièces identiques, ça ce serait la même issue globalement. On ne pourrait pas faire la différence. Modélisation d'une expérience aléatoire, définition. Alors ça c'est une nouveauté, définir une loi de probabilité. Ça va être associé à chaque issue, on peut noter x indice i, un nombre p indice i qui sera la probabilité de l'issue. Tel que, première information, pour tout entier i, qui sera compris entre 1 et n, ça dépendra du nombre d'issues possibles, il peut y avoir 5 issues, 6 issues pour un lancer de dés, 32 issues pour un tirage dans un jeu de 32 cartes, etc. Et on aura les probabilités qui seront toujours comprises entre 0 et 1. Ce qui n'est pas nouveau, vous l'avez déjà vu au collège. Donc ça veut dire que pour l'issue, pour une certaine issue, il y aura une certaine probabilité. Deuxième particularité, la somme des probabilités, P1 plus P2, etc. Donc les probabilités de toutes les issues, si on les additionne, ça fait 1. Ça aussi, vous l'aviez vu au collège. Propriété admise qu'on appelle la loi des grands nombres, qui est en lien avec le français Bernoulli, qui, à la fin du XVIIe siècle, a fait un lien entre les fréquences, donc un peu les statistiques,
et les probabilités. C'est pour ça aussi que dans un certain nombre de livres, en lycée, ces deux séquences, statistiques et probabilités, sont réunies ou très proches. La loi des grands nombres, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle dit que quand on répète un très grand nombre de fois une expérience aléatoire, donc due au hasard, alors la fréquence de chacune des issues va se stabiliser autour d'un nombre qui va correspondre à la probabilité. Alors un petit exemple pour mieux comprendre. Si on prend une pièce de monnaie et qu'on s'intéresse à la fréquence d'apparition du côté face, en fonction du nombre de lancers. Voilà, là c'est le nombre de lancers, et là c'est la fréquence d'apparition de face. Quand c'est 1, ça veut dire qu'on obtient face. Quand c'est 0, ça veut dire qu'on n'obtient pas face, on obtient pile. Donc au début, on voit qu'on part le graphique de tout en haut, de 1, ça veut dire que le premier lancé, on a dû obtenir face. Et puis après, vous voyez que ça n'a pas été que face, parce que si on avait obtenu que des faces, on aurait eu un graphique ici. Si on n'avait eu aucun face, que des piles, la fréquence de face aurait été de 0, on aurait eu une courbe, une droite, ici sur l'axe des abscisses. Et donc ça varie. Donc au début face, et puis après il y a dû y avoir pile, et puis à nouveau face, et puis voilà, petit à petit, ça s'est stabilisé autour de la valeur 0,5, qui est aussi 1,5. Et donc la fréquence d'apparition de face, eh ben, elle est à peu près autour de la probabilité. Alors vous pouvez essayer de le faire avec la pièce de monnaie, peut-être pas 400 fois, mais 50 fois ou 100 fois, et vous verrez que vous allez tout doucement obtenir une fréquence autour de 0,5. Je vous rappelle, la fréquence, c'est le nombre de fois où on a obtenu face par rapport au nombre de lancers totaux. Donc, loi des grands nombres à utiliser cette année. Exemple. Définir la loi de probabilité pour l'expérience suivante. Ça peut être une question qui vous est posée dans un exercice. Le lancer d'un dé équilibré à 6 faces et lecture du nombre sur sa face supérieure. Un dé équilibré, ça veut dire qu'il n'y a pas de trucage. C'est une expérience qui est bien aléatoire. Et bien à ce moment-là, il faudra écrire que cela revient à trouver pour chaque issue sa probabilité, bien chacune des issues. On peut présenter ça sous forme d'un tableau, et on va retrouver les informations qu'on a vues avant. 6 issues, donc tous comme probabilité 1 sur 6. On parle aussi d'équiprobabilité, si vous vous souvenez du collège. Pour l'issue 1, sa probabilité est 1/6. Chaque probabilité ici est comprise entre 0 et 1. Et la somme de toutes les probabilités, si on fait 1/6 plus 1/6 plus 1/6, etc., ça fait 6/6. Ça vaut bien un total de 1. Grand 2, la notion d'événement. Ça aussi, vous en avez entendu parler les années passées. Première définition, un événement grand A, ça se note par une lettre majuscule en général, c'est un ensemble d'issues, c'est une partie ou un sous-ensemble de notre univers. On va noter que l'événement A est inclus, souvenez-vous de ce symbole-là, est inclus dans oméga, on dira aussi A est une partie de oméga. Donc si on faisait un petit ensemble en représentation, oméga, l'ensemble des issues, et l'événement A, eh ben, c'est une partie, donc il est inclus dans oméga. On le reverra un peu plus tard. Deuxième définition, un événement élémentaire. Eh ben, c'est un événement qui contient qu'une seule issue. Par exemple, pour un lancer de dés, l'événement, ce serait obtenir 5. Ben, il n'y a qu'une possibilité. Un événement qui ne serait pas élémentaire, ce serait par exemple obtenir un nombre pair, puisqu'on peut obtenir 2, ou 4, ou 6. Là, on a 3 issues. Un événement certain, lui, contient toutes les issues. On est sûr de l'obtenir, on est certain de l'obtenir. Par exemple, obtenir un nombre, quand on lance un dé classique. Un événement impossible, lui, il n'a aucune issue. Par exemple, obtenir -5 avec un dé classique. Et il est noté ensemble vide. Donc voilà pour des rappels et quelques compléments en lien avec oméga, l'ensemble vide et la notion d'ensemble et de sous-ensemble. Définition à connaître. Voyons ça avec les 3 types d'exemples
les trois expériences qu'on a déjà abordées. Par exemple, comme événement élémentaire à une seule issue, pour le lancer de dés, obtenir 4. Pour le jeu de cartes, obtenir l'as de pique. Pour les pièces de monnaie, ne pas obtenir pile. Et donc ça veut dire que par exemple, l'événement C, c'est l'ensemble qui contient comme issue le couple face-face. Ça pourrait se noter comme ça. Pour les deux autres, j'aurais pu mettre aussi l'ensemble A et l'ensemble B des issues. De l'issue, puisqu'il n'y en a qu'une seule. La notion d'événement, donc pas élémentaire cette fois-ci, donc il peut y avoir plusieurs issues. Obtenir un chiffre pair. Donc on pourrait noter que l'ensemble D correspond à 2, 4, 6. Pour les jeux de cartes, obtenir un trèfle. Là, il y a 8 issues. Le 7, le 8, le 9, le 10, valet, dame, roi, as, de trèfle. Et pour les pièces de monnaie, par exemple, obtenir une seule fois pile. Donc on pourra avoir pile face ou face pile. Je vous rappelle que les pièces sont différentes. Ce n'est pas la même issue. Événement impossible. Pour le lancer de dés, obtenir 8. Donc on notera à ce moment-là G égale l'ensemble vide. Obtenir le 3 de cœur pour le jeu de 32 cartes. Il n'y a pas de 3 dans un jeu de 32 cartes. Et obtenir 3 fois face. On n'a que 2 pièces, donc on ne peut pas obtenir 3 faces. 3 fois la face-face, c'est le cas de le dire. Probabilité d'un événement, ça aussi vous en avez entendu parler. Donc la probabilité d'un événement grand A est égale à la somme des probabilités des issues qui le réalisent. Donc on va prendre les différentes issues et on va les additionner. On va voir ça tout à l'heure dans un exemple. On note cette probabilité P avec des parenthèses et la lettre majuscule. Donc là, pas vraiment de nouveauté. Conséquences. Première conséquence, si l'événement est certain, on a la probabilité de oméga, puisqu'on est sûr de l'avoir, et c'est forcément égal à 1. Si c'est impossible, donc ensemble vide, on aura 0. Et la probabilité d'événement A, comme on l'a déjà vu dans les années passées, c'est compris entre 0 et 1. Si c'était un événement certain, certain, il serait ici, on aurait 1. S'il était impossible, on aurait 0. Donc c'est bien inférieur ou égal, ici supérieur ou égal, pardon, et ici inférieur ou égal. Exemple, prenons un dé à 6 faces truqué. Attention, il est truqué, ce n'est pas aléatoire. Et on obtient les probabilités suivantes. Les issues, les probabilités respectives. On voit bien que ce n'est pas équiprobable, donc c'est truqué. Et on se prend un événement, obtenir un multiple de 3. À ce moment-là, on va pouvoir noter l'ensemble des issues de M. Multiple de 3, donc il y a 3 et il y a 6. Qu'on note comme ceci, on commence à avoir l'habitude. On va s'intéresser à la probabilité de cet événement. Donc on va faire la somme des probabilités de 3 et de 6. Donc on va faire un sixième plus un douzième, et ça nous fait 3 douzièmes, ou un quart, ou 0,25. Donc là, on a bien fait la somme des probabilités qui réalisent M, 3 et 6. Propriété admise. Dans le cas d'une équiprobabilité, ça va faire un rappel de l'année dernière, la probabilité d'un événement grand A est nombre d'issues de A, de l'événement A, sur le nombre d'issues de oméga. L'année dernière, on disait exactement le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Je l'ai mis entre parenthèses pour rappeler que c'était l'année dernière. On ne connaissait pas oméga. Oméga, c'est bien tous les cas possibles. Un petit trait rouge à côté de cette formule. Intersection et réunion. Donc là aussi, rappel du début de l'année avec ces deux notions. On va avoir besoin de deux événements, A et B au départ. Et puis, premièrement, on va voir l'intersection de ces deux événements
eh ben, ça va être globalement un événement constitué des issues qui sont à la fois dans A et, il est bien mis en rouge, dans B. C'est simultanément les deux. Si on fait un petit schéma, donc on a notre univers, on a l'événement A qui est à l'intérieur, un sous-ensemble, l'événement B, et bien A inter B, c'est ce qui est à la fois dans A et à la fois dans B, donc ça va être les éléments, les issues, pardon, qu'on va pouvoir mettre ici, dans cette zone rouge. On va noter A inter B, là je vous rappelle que ça pourrait être un U un peu plus grand, une forme de U majuscule plus grand, ça dépend des polices de caractères, et on lit A inter B. Donc ça c'est pour l'intersection. Deuxièmement, pour la réunion de A et B, cette fois-ci ça va être les issues qui sont dans A ou dans B, et comme on l'avait vu en début d'année, ça va être un OU et inclusif, j'allais dire exclusif, inclusif. Sous-entendu dans A ou dans B ou dans les deux. Si on fait un petit schéma, donc cette fois-ci c'est soit dans A, soit dans B, soit dans les deux réunis. Donc c'est tout ce qui est dans la zone verte. On va voir un exemple dans quelques instants. Donc c'est noté A union B, ça se lit A union B comme je viens de le dire, un U comme un peu le symbole de la réunion. Un trait rouge à côté de ces deux définitions et on voit tout de suite un exemple. Pour un lancer de dés à 6 faces, on va se prendre deux événements, obtenir un multiple de 2 et obtenir un nombre strictement supérieur à 3. On va déjà s'intéresser aux issues de A. Obtenir un 2, un multiple de 2, on peut avoir 2, 4 ou 6. Donc voilà l'ensemble correspondant à obtenir un multiple de 2, l'ensemble des issues. Obtenir un nombre strictement supérieur à 3, bah, pour l'événement B, supérieur mais strictement, donc on a 4, 5 et 6. Maintenant, appliquons l'intersection et la réunion. Donc pour l'intersection, c'est qui sont dans les deux à la fois. Donc on regarde ici et là, et on observe que sont dans les deux à la fois 4 et 6. Ensuite, on va s'intéresser à l'union, donc dans l'un ou dans l'autre ou dans les deux, donc il suffit de tous les recopier, mais une seule fois. Donc 2, 4, 5 et 6. Ça, on peut le vérifier au brouillon. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter, hein. Faire un petit schéma. L'univers, je place mes deux sous-ensembles correspondant aux deux événements en prévoyant une zone d'intersection. Et puis je place les différentes issues. Alors 1, eh ben, il n'est ni dans A ni dans B. 2, il est uniquement dans A. Donc je le mets dans A mais pas dans la zone d'intersection. 3, il n'est ni dans l'un ni dans l'autre. 4, il est dans les deux à la fois. Il est à l'intersection. 5 et 6, il est à l'intersection. On retrouve bien dans la zone d'intersection inter 4 et 6 et dans la zone d'union 2, 4, 5 et 6. Alors, une formule. Première propriété, quand on a deux événements qui sont incompatibles, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se réaliser simultanément, ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Alors, P de A union B égale P de A plus P de B. Ça veut dire que comme il n'y a pas d'intersection, puisqu'ils sont incompatibles, ils ne peuvent pas se produire en même temps, donc c'est soit A, soit B, il n'y a rien d'intersection. Donc à ce moment-là, l'intersection, c'est l'ensemble vide, et la probabilité d'avoir l'un ou l'autre, bah, c'est pareil que la probabilité de A plus la probabilité de B. Par contre, pour tous les événements A et B, donc s'ils ne sont pas incompatibles, ou s'ils étaient incompatibles, mais ce serait un cas particulier qui reviendrait à ça, P de A union B égale P de A inter B égale P de A plus P de B. Donc ça, c'est deux formules à connaître que vous utiliserez dans des exercices. Événement contraire, vous en avez entendu parler l'année dernière. L'événement contraire d'un événement A contient tous les éléments de oméga qui n'appartiennent pas à A.
l'année dernière, vous disiez c'est les issues de l'événement qui se produit quand A ne se produit pas. Donc, là c'est un petit peu différent puisqu'on connaît oméga. Il est noté A bar, et se lit donc A bar, ou non A. C'était aussi l'autre possibilité pour le dire. Donc si on fait un petit schéma, là on a oméga, là par exemple on a l'événement A, et l'événement contraire à A, c'est ce qui ne se produit quand A ne se produit pas. Donc ils sont bien complètement séparés, il n'y a pas d'intersection. Par exemple, vous aviez vu, le contraire d'obtenir un nombre pair pour un lancer de dés, c'est obtenir un nombre impair. C'est ce qui ne se produit pas quand l'un se produit. Propriété admise, formule que vous avez vue au troisième, pour tout événement grand A, P de A bar égale 1 moins P de A. Puisque la somme des deux, ici, c'est égal à 1. Donc ça revient à faire une équation où on isole la probabilité de A bar. Prenons un exemple. Si dans un pays on connaît la probabilité d'avoir un garçon qui est de 0,512, presque une chance sur deux, c'est jamais pile poil, hein. 0,5 sous-entendu, et qu'on cherche la probabilité d'avoir une fille, c'est l'événement contraire, avoir un garçon ou avoir une fille. Donc à ce moment-là, on va faire 1 moins 0,512 et ça donne 0,488. Ça peut permettre de gagner du temps. Donc voilà pour les probabilités, on va passer à l'échantillonnage. Donc ça c'est vraiment nouveau. Premier cas, première situation, le fait de lancer 100 fois un dé et de noter la liste des résultats obtenus. Autre situation, prélever 100 stylos dans une usine qui fabrique des stylos, dans une chaîne de fabrication, et vérifier s'ils sont tous conformes, s'ils sont tous en bon état, s'ils sont correctement bien fabriqués, s'ils sont bien fabriqués donc, ou pas. Autre exemple un peu similaire, interroger 100 personnes au hasard et noter leur couleur préférée. Eh bien avec ces trois exemples, on va dire ces trois situations où on note les résultats en répétant 100 fois de manière indépendante la même expérience. J'aurais pu donner une situation avec 50 stylos, 3 voitures, si on est dans une usine de voitures, etc. Eh bien à ce moment-là, on va dire que l'on a constitué à chaque fois un échantillon de taille, ça c'est du nouveau vocabulaire, échantillon de taille 100. Ça se dit comme ça. Vocabulaire. Première définition, étudier un échantillon, ça va être étudier une partie aléatoire, donc au hasard, de la population avec une certaine précision, puisque c'est un échantillon, ce n'est pas parfaitement exact, ça reste avec une certaine approximation. Par exemple, si on prend la population de l'établissement scolaire où tu es, on peut étudier un échantillon en prenant un groupe d'élèves au hasard dans la cour, ou qui rentrent le matin par le portail. Deuxième définition, le nombre d'individus petit n, en général noté petit n, formant l'échantillon, est appelé taille de l'échantillon. Tout à l'heure, souvenez-vous, on avait par exemple 100 stylos, 100 personnes, c'était la taille de l'échantillon. Découvrons ce qu'est l'intervalle de fluctuation. Donc nouveauté également, comme beaucoup de choses dans cette partie-là, dans ce dernier paragraphe. Dans une population, on va s'intéresser à l'apparition d'un caractère. Par exemple, prenons l'établissement scolaire, on va s'intéresser à des gens, par exemple, qui portent des lunettes. On note P, la proportion d'individus présentant ce caractère. Donc P comme proportion, ça aide à mémoriser, c'est souvent donné comme ça dans les cours et dans les exercices. Si l'on prélève un échantillon de cette population, on va noter F, la fréquence d'apparition du caractère observé dans cet échantillon. F comme fréquence, là aussi ça aide. Donc ça veut dire, souvenez-vous, dans un établissement scolaire, on s'intéresse au nombre d'élèves qui portent des lunettes. Eh bien on va prélever un échantillon. On va dans la cour, on prend 30 élèves au hasard,
et on s'intéresse à la fréquence de combien vont avoir parmi ces 30. Est-ce qu'il y en a 8 sur 30, 8 trentièmes? Ce sera la fréquence de l'échantillon. Eh bien, si on prend plusieurs échantillons, par exemple, on en prend 30 dans la cour, et puis à la récréation d'après, on en reprend 30 ailleurs, etc. On va avoir plusieurs échantillons qui seront prélevés toujours dans cette même population. Alors, ça peut être au sein de la même récréation, hein, 30 dans un coin, 30 au milieu de la cour, 30 à gauche de la cour. Eh bien, on va constater que la fréquence, donc de chaque échantillon, hein, la fréquence, c'est pour chaque échantillon. Attention, hein, ce n'est pas la proportion. Fréquence, c'est pour un échantillon. Eh bien, on va constater que cette fréquence, elle fluctue, elle varie, vous pouvez marquer le mot varie en dessous, du verbe varier, autour de la proportion. Et on va dire que cette notion de variation, ça va être la fluctuation d'échantillonnage. Comment varie l'échantillonnage? Là, il va falloir faire des exercices, mais attention, dans un échantillon, il y a un E, F. Moi, c'est comme ça que je m'en souviens, ils se suivent. Dans un échantillon, on étudie la fréquence. Dans une population, il y a un P comme proportion. Ça va ensemble, ça va ensemble, ne vous trompez pas. Propriété admise avec la version vulgarisée de la loi des grands nombres. Et bien, si on a une taille d'échantillon petit n qui est grand, sauf exception, la fréquence f de l'échantillon est proche de la proportion p de la population. On associe bien les p avec population et f avec fréquence de l'échantillon. À ce moment-là, on pourra dire que pour un échantillon de taille n assez grande, en sous-entendu supérieur ou égal à 25, quand on connaît la proportion, hein, à ce moment-là, dans la majorité des cas, la fréquence de l'échantillon va être telle que la valeur absolue de fréquence moins proportion est inférieure ou égale à 1 sur racine carrée de n, n étant la taille de l'échantillon. Ça, c'est à savoir, c'est une formule à connaître. Remarque, eh ben, ça signifie que l'écart, puisque c'est une différence, l'écart entre la fréquence et la proportion est inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de n. Et d'autre part, conséquence, plus n il va être grand ici, vous pouvez essayer hein, avec 25, avec 100, etc., plus l'écart il va être réduit, et donc l'erreur de l'estimation de f va aussi être petite, donc ça va être plus précis. C'est normal, à la limite, plus l'échantillon est grand, moins on risque d'avoir quelque chose d'imprécis. Donc voilà pour cette dernière séquence. Encore une fois, il faut mettre en application, il faut pratiquer, vous allez en faire en classe. Après, à vous de poser des questions si c'est nécessaire à votre professeur, éventuellement à me poser une question aussi sur YouTube pour ceux qui le souhaitent. Voilà, j'espère que votre année va bien se finir, que vous pourrez réutiliser bien sûr ces vidéos si nécessaire les années futures, je les laisse en ligne. Bon courage pour la suite, et puis peut-être, si c'est une séquence qui est vue en fin d'année pour beaucoup, bonnes vacances à tous. Au revoir.